Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition au cœur du Moyen-Orient. Il faut dire que notre région est au cœur de l'actualité internationale au niveau de la diplomatie, de l'économie, de la sécurité, de l'énergie, de l'innovation. Chaque jour dans cette région, il y a des confrontations face à de nouveaux défis et à des évolutions qui dépassent largement ces frontières. Au cœur du Moyen-Orient, il y a un arrêt sur les faits qui marquent la région et les enjeux qui façonnent son actualité. Bonjour et bienvenue dans Au cœur du Moyen-Orient. À la une des événements de notre région et tout précisément en Égypte, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a inauguré le nouveau siège du commandement stratégique de l'État, l'Octogone, dans la nouvelle capitale. La cérémonie s'est déroulée en présence des plus hauts responsables de l'État et des forces armées. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel Ati, s'est entretenu avec la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica. Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat ainsi que sur les derniers développements régionaux. Au Qatar, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba a été reçu à Doha par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani. Les deux responsables ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale. Le Qatar a également réaffirmé son soutien à l'unité de la Libye, au processus politique et aux efforts en faveur de la stabilité du pays. Au Liban, le président libanais Joseph Aoun a appelé le président américain Donald Trump à maintenir le soutien des États-Unis au Liban. Il a souligné l'importance de cet appui pour aider le pays à faire face aux défis politiques, économiques et sécuritaires. En Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu à Istanbul avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif. Les deux dirigeants ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale ainsi que les derniers développements régionaux. Ils ont également souligné l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques en faveur de la stabilité. Au carrefour du Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz occupe une place stratégique dans le commerce maritime mondial. Situé entre l'Iran et le sultanat d'Oman, il constitue la principale porte maritime des pays du Golfe vers le reste du monde. Chaque jour, de nombreux navires marchands et pétroliers empruntent le détroit d'Ormuz, faisant de cette voie maritime un axe essentiel du commerce international. Une part importante des exportations de pétrole et de gaz naturel des pays du Golfe y transite avant d'être acheminée vers les marchés internationaux. Au-delà de son importance économique,
Le détroit d'Ormuz occupe une place stratégique sur les plans politiques, économiques et maritimes. Sa position géographique en fait un point de passage incontournable pour les échanges commerciaux et les routes énergétiques reliant le Golfe aux différentes régions du monde. Le détroit d'Ormuz fait partie des grandes routes maritimes internationales. Les navires qui le franchissent poursuivent leur navigation vers plusieurs destinations, notamment à travers la mer Rouge et le canal de Suez, contribuant ainsi à la fluidité des échanges commerciaux entre le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Bien plus qu'un simple passage maritime, le détroit d'Ormuz est aujourd'hui un symbole de l'importance stratégique des voies maritimes internationales. Sa stabilité demeure un facteur essentiel pour la sécurité de la navigation et le bon fonctionnement du commerce mondial. Et nous allons amorcer notre volet débat. Notre question débat va porter aujourd'hui autour de la Libye. Il faut dire qu'au Qatar, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeiba a été reçu à Doha par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani. Les deux responsables ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale. Le Qatar a également réaffirmé son soutien à l'unité de la Libye, au processus politique et aux efforts en faveur de la stabilité du pays. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Rizk Chahata, analyste politique. Monsieur Rizk Chahata, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation et permettez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je félicite, avec tous les Égyptiens de France, nous félicitons notre sélection nationale pour la grande victoire qu'on a eue contre l'Australie et qu'on le souhaite, bien sûr, pour mardi, une grande victoire historique contre l'Argentine. Merci, Monsieur Rizk Chahata. De retour à la question libyenne, à votre avis, quels sont les principaux obstacles qui s'opposent face à un règlement probable à la question libyenne? Vous savez, la question libyenne, depuis donc 2012, depuis ce qu'on appelle le printemps arabe, qui n'était pas du tout un printemps, qui était plutôt un hiver, la Libye a été divisée presque en deux. La partie de l'Ouest, avec la capitale Tripoli, qui était sous le contrôle de M. Abdelhamid Dbeiba, et puis la partie Est, sous le contrôle du général Haftar, qui est un proche de l'Égypte, heureusement, et rappelons-nous également de la ligne rouge fixée par notre président, le président Abdel Fattah al-Sisi, la ligne rouge, certes, El Jafra. C'est la sécurité nationale de l'Égypte qui était visée. Nous avons réussi à sortir de cette épreuve. Il y avait la Turquie, il y avait le Qatar, il y avait l'Italie, il y avait beaucoup de pays qui s'intéressaient à la position libyenne et pour cause le pétrole libyen. Donc, dans l'intérêt de tous aujourd'hui que la Libye devienne un seul pays, il faut vraiment trouver une sortie de cette crise parce que ça touche dans plusieurs dimensions la sécurité nationale non seulement de l'Égypte mais la sécurité nationale des autres pays également. Et à votre avis, est-ce qu'on pourrait envisager une reprise des tensions ou est-ce qu'il y a une probabilité de reprise des tensions durant les prochains mois? Personne n'est capable de dire ça, mais l'intérêt aujourd'hui, moi je salue l'initiative de Qatari, qui est bien sûr appuyée par l'Égypte et appuyée par les pays de la région, même la Turquie, c'est qu'il faut vraiment, le premier objectif, c'est de faire pour le peuple libyen un seul pays unique. Jamais la division d'un pays était intéressante pour personne. Donc oui, il faut toujours faire des négociations. Qui a cru que
les États-Unis et l'Iran vont arriver à faire des accords et tout ça. C'est exactement la politique, la diplomatie est là pour éviter des guerres, pour éviter des sanctions également et arriver à faire de la Libye un seul pays comme c'était le cas auparavant. L'Égypte, la Libye, c'est notre voisin de l'Est. Nous avons une longue frontière avec la Libye, la sécurité en dépend. Nous voyons ce qui s'est passé, les personnes qui ont essayé de rentrer par le Soudan, par le triangle qui réunit l'Égypte et la Libye et le Soudan. Il faut contrôler tout ça. Et donc, l'Égypte doit mettre tout son poids également pour sortir un accord convenable qui permet la réunion de la Libye de nouveau. Et à votre avis, quel est le rôle que pourraient jouer les pays de la région, notamment l'Égypte, pour contenir la situation en Libye? Nous connaissons aujourd'hui notre ministre des Affaires étrangères très actif sur plusieurs dossiers. Je pense qu'il va mettre tout son poids dans ce dossier, sur les instructions de notre président de la République. Et je pense que le poids de l'Égypte est important. Nous avons des relations, on peut dire aujourd'hui, c'est des relations ultra privilégiées entre un des acteurs mondiaux les plus puissants, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui soutient l'Égypte dans pas mal de dossiers, et il va suivre certainement le point de vue égyptien pour mettre aussi son poids. Mais nous, on démarre aujourd'hui avec le Qatar, mais je pense que ça va être élargi à d'autres puissances pour finir de réussir l'objectif de réunir Libye. C'est l'intérêt mondial de tout le monde. Et quelles sont les répercussions des conflits qui seront susceptibles de se dérouler en Libye ou de la situation libyenne actuelle sur les pays du voisinage? Premier élément, pour moi, le plus important, c'est la sécurité de tous. La sécurité du peuple libyen, la sécurité de l'Égypte, la sécurité du Soudan. C'est donc l'élément numéro un, la sécurité. Aucun peuple, aucun pays au monde peut vivre sans une sécurité acceptable. Je ne dis pas absolue parce que le risque zéro n'existe pas. Et donc, première chose, c'est la sécurité. Deuxième élément, c'est l'économie. On sait tous le gaz et le pétrole libyen est d'une qualité extraordinaire et il est rare et du coup l'économie va en dépendre, surtout dans un moment où on voit l'instabilité dans le détroit d'Ormuz. Donc le pétrole libyen et le gaz libyen peuvent aussi aider dans cette crise. Donc pour toutes ces raisons-là, l'économie, la sécurité, et puis la justice aussi, parce que malgré la politique, la justice doit prendre notre faveur également. Il n'est pas juste qu'un pays comme la Libye soit divisé en deux. Donc il est temps de mettre de l'ordre comme ça a été mis dans plusieurs pays. Et bien sûr, l'Égypte a donné l'exemple. Et maintenant, tout le monde voit que le point de vue égyptien était le meilleur point de vue pour l'Égypte et pour les pays autour de l'Égypte. Et à votre avis, à quoi doit-on s'attendre quant aux perspectives d'un règlement politique en Libye? C'est-à-dire le processus politique en Libye. Comment est-ce qu'il serait ou il est susceptible d'être façonné durant les prochains mois? Moi, je pense qu'on va y arriver parce que la Libye, quand même, si on voit un peu la géographie, elle a l'Égypte à sa droite, elle a l'Algérie à sa gauche, une partie aussi en frontière avec la Tunisie. Donc, ces pays-là ont aussi leur mot à dire parce qu'ils en dépendent de leur sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure. La Libye, c'était un grand pays, il était riche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déserts en Libye et le peuple libyen n'est pas assez nombreux, mais il faut prendre tout ça en compte d'une façon de stabiliser la Libye. Et je pense que les négociations vont prendre beaucoup de temps, mais tout le monde va se raisonner à trouver une solution intermédiaire. Et donc le président
Le général Haftar aussi, c'est quelqu'un de très présidentiable et de très sérieux. Il peut diriger la Libye avec aussi l'Égypte à côté pour l'assister, pour l'aider, et l'Algérie aussi de l'autre côté. N'oublions pas que les pays européens comme l'Italie et la France ont leur influence et leur intérêt en Libye aussi. Donc il ne faut pas attendre que les autres prennent des initiatives à notre place. Et c'est dans ce sens-là que je vois que le Qatar a fait quelque chose de bien. Cette rencontre, elle sera très importante pour la suite. Mais nous savons tous, des négociations et de la diplomatie, ça prend souvent du temps, mais on va aboutir positivement, à mon avis. Et compte tenu des tensions existantes actuellement au Proche-Orient, à cause d'autres dossiers et à leur tête évidemment la tension existante entre l'Iran, les États-Unis, Israël et au Liban, dans quelle mesure est-ce que ceci est susceptible de retarder? Est-ce que vous pensez qu'il y aurait un retard quelconque ou une répercussion quelconque sur la question libyenne? Oui, malheureusement, personne ne vit seul sur cette terre. Chaque pays est touché par les événements qui sont dans d'autres pays, etc., etc. Donc la crise au Liban, la crise au Moyen-Orient, entre les États-Unis d'un côté, les États-Unis, Israël, et puis de l'autre côté l'Iran, peut affecter beaucoup. Et malheureusement, il y a dans l'ombre, il y a des doigts qui bougent et qui travaillent contre les solutions raisonnables. Donc oui, chaque pays a là son influence, mais je pense que déjà il y a un pas très important que le Liban a accepté de parler avec Israël pour en finir avec Hezbollah, qui est un État dans l'État. Et donc c'est vrai qu'à chaque fois il y a une crise dans un pays, il y a des personnes qui bougent, qui vont aller dans un autre pays, c'est le monde, c'est comme ça. Et donc, maintenant, il faut voir les forces du mal d'un côté et les forces du bien de l'autre. Et puis, l'Égypte, elle a une politique stable, une politique raisonnable. Elle est vraiment, elle a sa place dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes dans ce monde. On attend toujours la position égyptienne pour réagir. Et c'est tant mieux, ça veut dire que nous devons un grand pays, nous sommes un grand pays responsable, avec un grand peuple, avec une grande histoire. Et je pense que le travail qui fait M. Abdel Fattah el-Sisi est un travail formidable dans tous les dossiers. On voit bien, on se prépare, on a une armée qui fait envier les autres pays. On est juste, on donne un point de vue pacifique sur tous les problèmes. Et nous avons la force également qui nous permet aussi de se faire respecter. Et donc ça s'appelle une gestion réfléchie, des positions. Nous avons presque pas, on a des gens, des envieux, mais on n'a pas des ennemis dans le sens propre de ce mot. Et tout ça, c'est grâce à une politique qui dure maintenant depuis 15 ans et qui a permis à l'Égypte de se redresser et qui a été entendue dans le monde. Donc je pense que le rôle des Égyptiens, c'est le premier rôle, c'est normal, nous avons notre frontière avec la Libye et nous comprenons bien comment il fonctionne notre monde. C'est pas par hasard que Monsieur le Président a été invité plusieurs fois dans les G7, le club le plus riche du monde, et qu'on entend à Fattah el-Sisi et qu'on le reçoit avec du respect. Tout ça, on le voit et ça nous fait chaud au cœur. Et en même temps, on est rassuré que nous avons des dirigeants qui nous ramènent à nos objectifs, à notre stabilité et à avancer à chaque fois dans tous les dossiers. Monsieur Rizk Chehata, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À tout de suite. إيران للأسف التي لم تستهدف فقط أهدافا عسكرية بل أهدافا مدنية غير المنطقة تمر في ظروف عصيبة بأسباب التصعيد العسكري الذي أطالها وأطال دولة قطر.
C'est ainsi que prend fin notre tournée Proche-Orientale. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.